J'ai posé la question aux Congolais. Comment expliquez-vous la richesse débordante actuelle de la famille Tshisekedi, en commençant par lui-même Tshilombo, ses frères, ses cousins et cousines? Comment expliquer la richesse abondante aujourd'hui de la femme de Tshilombo, une certaine Denise Nyakero? Où est-ce qu'elle a trouvé l'argent pour faire des dépenses qu'elle est en train de faire aujourd'hui? Il y a pas longtemps, nous avions vu des enfants mourir par manque d'électricité à l'hôpital général de Kinshasa. Nous avons vu des enfants mourir dans des couveuses, les Banama Chombe comme on dit chez nous, mourir dans des couveuses pour la simple raison qu'il y avait des coupures intempestives d'électricité. Et nous avons vu la femme à Vital Kamerhe se ramener avec des groupes électrogènes. Ce pays-là est indépendant depuis 1960. Comment vous expliquez un hôpital comme Mamaemo puisse manquer d'électricité des groupes électrogènes? Et comment expliquez-vous, amis d'Achature, venir donner des groupes électrogènes à cet hôpital? Vous savez combien d'hôpitaux nous avons besoin au Congo et que nous avons besoin que ces infrastructures-là puissent être selon les standards de l'univers, selon les standards reconnus dans le monde entier. Nous apprenons que son mari aurait sucré les deniers publics de plus de 300 millions de dollars, l'argent qui a été déboursé pour les 100 jours, les travaux de 100 jours. Tout le monde est en train de charger Vital Kamerhe et sa bande. Tout le monde accuse Vital Kamerhe de tous les noms d'oiseaux que nous trouvons légitimes, que nous acceptons aujourd'hui. Mais comment pouvez-vous accuser Vital Kamerhe, qui est le secrétaire de Félix Tshilombo Bizimungu Peter Kanambe? Vital Kamerhe est le directeur de cabinet de la présidence de la République. Ces programmes-là, c'était les programmes de la présidence de la République. Et à la présidence de la République, il y a une personne qui trône, que vous appelez président de la République. Il s'appelle Félix Tshilombo Bizimungu Peter Kanambe. Et ce monsieur-là, c'est lui qui appose sa signature dans tous les dossiers qui nécessitent que l'argent soit déboursé, sur tous les dossiers liés au projet de 100 jours. Comment se fait-il qu'une année après, ce projet-là n'a pas évolué? Comment se fait-il que des enquêtes se fassent aujourd'hui, qu'on puisse incarcérer Vital Kamerhe et on oublie, comme par enchantement, son chef? Je répète encore, ils travaillent ensemble, ils sont en tandem. Vous ne pouvez pas accuser Vital Kamerhe et épargner Tshilombo. Donc nos amis talibaniens qui sont en train de se moustiller parce que Vital Kamerhe a été incarcéré à la prison de Makala. Je le répète encore à haute voix, vous ne pouvez pas attaquer Vital Kamerhe et épargner Félix Tshilombo Bizimungu Peter parce que c'est lui le chef. S'il y a vol d'argent, de deniers publics, au nom de la présidence, les premiers incriminés, ce n'est pas le directeur de cabinet, c'est le président de la République. Et les projets 100 jours, les projets de travaux de 100 jours étaient pilotés par la présidence de la République. Donc il y a un responsable, il s'appelle Tshilombo, c'est lui que vous appelez votre président de la République. S'il y a un voleur qu'il faut accuser aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qu'il faut penser qu'il a sorti l'argent des Congolais pour en faire usage personnel, c'est d'abord Tshilombo, le président de la République. Vital Kamerhe doit être incarcéré aussi parce que c'est lui le directeur des cabinets. Mais vous ne pouvez pas incarcérer Vital Kamerhe et épargner Tshilombo. C'est des choses comme ça que moi j'aimerais que les Congolais puissent réfléchir, penser. Les Congolais puissent mettre sur la table du débat, de la discussion. Comme ça, nous aurons la lumière sur la question. Vous ne pouvez pas interpeller Vital Kamerhe et épargner Félix Tshilombo, qui est soi-disant le président de la République. L'argent est sorti au nom de la présidence de la République. Et le chef de la présidence de la République, c'est Tshilombo. Son directeur de cabinet est accusé de malversation, de rétrocommission. Vous avez vu Tshilombo ici en Europe dire que ce n'est pas grave. Et ça cope. Rétrocommission et ça cope. Oubliant même que le code pénal congolais condamne les rétrocommissions. Vous voyez dans quel niveau vous êtes. Ils vous ont transformé, ils vous ont mangé le cerveau, ils vous ont dilué votre opinion, ils vous ont retiré cet organe exceptionnel qu'est le cerveau, de manière à ce que vous ne puissiez plus réfléchir, vous ne puissiez plus poser de bonnes questions. Et vous vous comportez comme des zombies, comme si vous étiez programmés par les flairs du sang de la viande saignante. C'est comme ça que vivent les zombies. Lorsqu'ils savent qu'il y a une viande saignante de l'autre côté, tous, en sens unique, ils se dirigent vers cette viande-là sans poser de questions, sans réfléchir. Et voilà, on vous a donné sur un plateau, en argent, Vital Kamerhe,
Tout le monde se défoule sur Vital Kamerhe. Mais personne n'a le courage de dire, vous ne pouvez pas accuser Vital Kamerhe et épargner Tshilombo. Comment vous expliquez que les cousins, les neveux de Vital Kamerhe puissent se pavaner avec des voitures de luxe, puissent acheter des maisons au coût de millions de dollars à Kinshasa comme en Europe et ailleurs? Comment vous expliquez que la belle-sœur de Vital Kamerhe, Shamira Chatur, qui habitait au Canada, puisse avoir un marché de l'État en hauteur de 9 millions de dollars, alors qu'elle n'a pas de société qui puisse avoir un capital qui peut justifier l'octroi de cette somme d'argent? 300 millions de dollars ont disparu des caisses de l'État. Responsable, vous accusez Vital Kamerhe parce que c'est le directeur de cabinet, oui, mais le premier responsable reste Tshilombo Félix. C'est lui le chef de la présidence. Le directeur de cabinet est comme un secrétaire. Un secrétaire, c'est celui qui contrôle, qui vérifie les dossiers et qui ramène les dossiers chez le président, qui va vérifier à son tour et apposer sa signature. Comment est-ce que ces projets de 100 jours ont pu avoir lieu sans que Tshilombo soit au courant? Comment est-ce que plus de 300 millions de dollars sont partis en fumée sans que Tshilombo ne soit au courant? Vous devez questionner dans la présidence de la République, en commençant par le président de la République et en passant chez Vital Kamerhe. Vous ne pouvez pas mettre sur les bancs d'accusés Vital Kamerhe et l'accuser de tous les noms d'oiseaux et épargner Félix Tshilombo Bizimungu Pétain Wakanambe. Et en même temps, vous ne pouvez pas mettre Vital Kamerhe et sa famille et ses membres de la famille au banc des accusés et épargner la famille de Tshilombo en passant par des Christian Tshisekedi, tous les bobos Tshisekedi, tous ses cousins et ses cousines qui aujourd'hui sont en train de montrer la richesse du vol du denier public à haute voix de manière ostensible, à énerver même ceux qui n'en sont dépourvus de la vue, ceux qui ne savent voir, avec les bazar au Kakanda, parce que flagrance yakimoyi biwana et ça un niveau moko beaucoup ko imaginer. Un jeune qui est sorti de nulle part, Daniel Massaro, qui arrive, qui s'expose avec des millions de dollars alors qu'au Congo, on manque de couveuses, alors qu'au Congo, des mamans sont en train de mourir dans des maternités faute de technologie pour faire naître les enfants parce qu'il manque d'électricité dans ces hôpitaux-là. Les gens sont en train de mourir au Congo parce que l'eau qu'ils boivent tous les jours depuis les robinets n'est pas potable. Les gens sont en train de mourir tous les jours au Congo parce qu'ils n'ont rien à mettre sous la dent. Et vous, vous êtes là en train de vous acharner sur Vital Kamerhe. Oui, il est responsable. Il mérite la prison. Mais il n'est pas le seul responsable. Il y a un chef dans ce projet-là. Où se trouve ce chef-là? Tshilombo, c'est lui qui devrait être au banc des accusés en ce moment où nous parlons. Ils vous ont apporté l'histoire du coronavirus à Kinshasa. Curieusement, lorsque je vois les confinés soi-disant qui sont atteints du coronavirus, je vois les amis proches, les pires petits à Tshilombo. Quelqu'un comme Guy Michaud, ici à Paris, nous tous, nous connaissons ces messieurs-là. Lorsque vous voyez sa tête quelque part dans une affaire, sachez tout de suite qu'il s'agit de l'Obeka, il s'agit d'une supercherie, d'une mafia. Lorsque vous montrez Guy Michaud comme étant atteint du coronavirus, et lui-même lors d'une vidéo dément qu'il n'est pas atteint du coronavirus, ça veut dire qu'il y a une coopération, comme le dit si bien lui-même Tshilombo, derrière cette affaire-là. Donc, ça nous pousse à conclure aujourd'hui, tous les gens qu'on nous présente qui sont morts au niveau de la présidence du coronavirus ne sont en réalité morts par ces virus-là. Ils sont morts pour autre chose. Ce sont des règlements de comptes qui se passent au niveau de la présidence dans leur putain de deals qu'ils ont effectués au nom de je ne sais qui. Un deal qui justifie même la gestion de la nation aujourd'hui. Ils ne parlent plus de la constitution, ils parlent de leurs accords. La constitution que tout Congolais est censé savoir, connaître et maîtriser. La constitution que tout Congolais est dans l'obligation de faire parler lorsque nous sommes en face de situations qui n'ont pas de réponse. Voilà pourquoi nous insistons du fait que vous devez maîtriser vos droits. Vous devez maîtriser vos devoirs. Lorsque vos droits sont bafoués, vous devez passer à l'usage de vos devoirs. Et vos devoirs, parmi les devoirs que vous avez, il y a l'article 64 qui vous dit à haute voix, lorsqu'un individu ou un groupuscule d'individus prennent les pouvoirs par la force ou dirigent les pays en violant la Constitution, tout Congolais a le devoir
de mettre hors d'état de nuire. C'est une obligation constitutionnelle. Ce n'est même pas un droit. Parce que dans la Constitution, nous avons les droits et nous avons des devoirs. Ce que nous devons faire pour que la société puisse vivre normalement. Et parmi les devoirs, c'est-à-dire les obligations que nous avons l'obligation de mettre hors d'état de nuire des gens qui prennent le pouvoir par la force ou qui dirigent en violant les lois qui veulent le bien-être collectif, les lois que vous appelez la loi suprême, la Constitution. Lorsque ces gens-là vont sortir plus de 400 millions de dollars et sont capables de justifier qu'une centaine de millions, vous êtes dans l'obligation de poser la question où sont passés les 300 autres millions de dollars. C'est l'article 58 de la Constitution qui dit que les biens et les richesses du pays doivent être distribués de manière équitable à tous les citoyens et tous les Congolais doivent jouir, bénéficier de cette richesse-là. Lorsque l'argent du pays sort comme ça, pour faire quelque chose que personne ne sait. Au contraire, nous voyons la famille du président de la République, soi-disant Tshisekedi, et la famille de Vital Kamerhe, nous montrer la manière dont ils se sont enrichis avec les larmes, avec les sangs, la souffrance des Congolais. Vous êtes dans une obligation de vous révolter, peuple congolais. De la même manière, je pose la question à nos frangins qui vivent ici en Occident, avec lesquels nous vivons à Paris, comme à Bruxelles, en France, comme en Belgique. Comment vous expliquez que Château-Rouge, qui était réputé quartier africain et en l'occurrence congolais, puisse devenir quartier chinois aujourd'hui? Comment vous expliquez la magie qui s'est opérée pour que les Chinois puissent maîtriser la technologie de la fabrication de Chikwang, de manière à ce que les Chinois puissent aujourd'hui vendre aux Congolais les matembele, les bitekuteku, les ndunda, les kimbiolongo, les ngadiadia, les fumbwa, les kikalakasa, des richesses nutritionnelles spécifiques aux Congolais. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années qui ont voulu que les Chinois prennent les devants dans cette affaire-là? Je donne encore l'exemple de Malcolm X qui disait autrefois, comment vous expliquez que dans les quartiers chinois, il n'y ait que des Chinois, dans les quartiers japonais, il n'y ait que des Japonais, dans les quartiers libanais, il n'y ait que des Libanais, dans les quartiers indiens, il n'y ait que des Indiens. Et lorsque vous arrivez dans les quartiers africains, vous avez les Chinois, les Libanais, les Indiens, les Pakistanais, les Japonais, tous détenir les enseignes qui vendent des produits africains aux Africains. Voilà la déchéance du peuple noir. Nous sommes ce que nous mangeons. Et ce que nous mettons dans notre bouche, nous devons savoir la provenance, ça vient d'où, ce que j'ai mis, ce que je vais manger. Lorsque vous allez chez quelqu'un, la première question que vous posez, lorsque vous présente à manger, Olambi nini, Tokolia nini. Cette question-là veut que votre conscience puisse être au courant de ce que vous allez mettre sous la dent. Lorsque je vais voir Big You, chef d'état-major, elle me présente à manger, je pose la question, Big, Olambi nini. Zoro Nalambi Pondou. Ah, je sais que Bill Yu va acheter son Pondou à Château-Rouge ou dans des magasins africains de Paris. Maintenant, lorsque je vais faire un tour à Château-Rouge, je me rends compte que tous les magasins africains sont détenus par des Chinois. C'est des Chinois qui nous vendent des Pondou, c'est les Chinois qui nous vendent des Ngai. Et lorsque je regarde nos frères africains qui sont en Chine, ils sont traités comme des animaux, comme des bêtes de somme. Ils sont maltraités. Il manque dans ce traitement-là l'humanité. Donc l'Africain n'est pas reconnu. Jusqu'à tel point qu'aujourd'hui, les Chinois, en cherchant leur bouc émissaire, ils veulent faire porter les chapeaux aux Congolais, aux Africains, en disant que c'est eux qui ont ramené le coronavirus dans leur pays. Ils oublient qu'ils y vont chez nous, dans notre continent, en train de nous voler et nos terres, et nos eaux, et nos plantes, nos aliments, nos animaux. Ils viennent manger cru. Nous voyons des vidéos où les Chinois mangent des bestioles crues, des choses qui même dans l'imaginaire onirique les plus impossibles que je puisse avoir dans mon état d'esprit de surréaliste, je n'ai pu imaginer cela. Mais en retour, ce sont les Africains qui sont des fautifs. Et ces mêmes Africains-là, ils sont dans la posture de plainte. Ils sont en train de se plaindre, de geindre, de pleurer. Ils demandent de l'aide, aidez-nous, aidez-nous. Donc je disais la mendicité physique. Nous sommes dans la mendicité spirituelle, dans la mendicité économique, dans la mendicité mentale et dans la mendicité physique. Dans le mental, nous sommes des mendiants. Dans la politique, nous sommes des mendiants. Nous rêvons tout ce qui ne nous appartient pas. Nous prions tous ces dieux et saints qui ne nous appartiennent pas. Nous nous habillons des couturiers que nous n'avons aucun lien.
Et nous sommes aptes à venir crier à haute voix, japonais, je suis habillé en Yohji Yamamoto, en Gianni Versace, en Gianfranco Ferré. Des impérialistes qui passent leur temps à esclavagiser les Africains et partout où ils travaillent pour qu'ils puissent vous produire ces vêtements-là